En 2023, les 24 heures du Mans ont célébré leurs 100 ans. 100 ans. 100 ans que des pilotes passent une journée entière à tourner sur un circuit. 2 jours, 2 nuits, sous la pluie, et étonnamment personne ne remet ça en question. Mais alors une question mérite d'être posée, est-ce que Le Mans est vraiment le plus vieux circuit automobile du monde? Avant lui, il y a Indianapolis, un ovale légendaire, un nom gravé dans l'histoire, des vitesses insensées et une course devenue immortelle. Mais encore avant Indianapolis, il y avait Brooklands. Brooklands n'était pas un circuit, c'était une expérience, un anneau de béton incliné sans échappatoire, sans sécurité, sans pardon. Ici, on ne venait pas pour participer, on venait pour battre des records, pour repousser les limites, pour aller plus vite que jamais. Brooklands a vu naître des légendes, il a avalé des machines, des hommes et des vies. Aujourd'hui, le circuit est silencieux, mais si vous tendez l'oreille, Brooklands roule encore. En 1903, l'Angleterre adopte son tout premier code de la route, le Motor Car Act. Immatriculation obligatoire, permis de conduire, limitation de vitesse, des règles pensées pour protéger les routes mais qui pour certains commencent déjà à freiner les rêves. Parmi eux, un homme refuse l'idée que la vitesse puisse être enfermée, Hugh Fortescue King, et oui, j'ai sûrement massacré la prononciation. Avec sa propre fortune, il décide de créer un lieu où aucune limite ne viendrait étouffer le rugissement des moteurs. Il achète alors un terrain au sud-ouest de Londres, Brooklands, un nom simple qui signifie littéralement terre des ruisseaux en référence au cours d'eau qui traversait la propriété. C'est ici que Loka King investit près de 150 000 livres de l'époque, l'équivalent d'environ 23 millions d'euros aujourd'hui pour construire quelque chose d'inédit, une piste de béton gigantesque pensée exclusivement pour l'automobile. Brooklands mesure 4,453 km, 30 mètres de large, des virages relevés culminant à 9 mètres de hauteur. Un circuit conçu pour le spectacle capable d'accueillir jusqu'à 287 000 spectateurs à son apogée, soit l'équivalent de 3,5 Stades de France plein. En seulement 9 mois, la piste surgit de terre et le 17 juin 1907, Brooklands ouvre officiellement ses portes. 11 jours plus tard à peine, les records commencent déjà à tomber. Le pilote Selwyn Hayes se lance alors dans un pari complètement déraisonnable, battre le record de distance parcourue en 24 heures. Pour dépasser les 1764 km du record précédent, il ne part pas seul. D'autres voitures, d'autres pilotes l'accompagnent presque comme une garde rapprochée chargée de protéger l'exploit autant que l'homme. À l'arrivée, le verdict est sans appel, 2543 km parcourus, le record explose et il restera intouchable pendant près de 17 ans. Dès ses débuts, Brooklands s'impose donc comme un lieu à part, un théâtre où l'homme, la machine et le béton se sont ligués pour repousser les limites du possible. Et d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, il y a un record qui tient depuis plus d'un an, celui de la vidéo la plus vue. Alors si jamais l'envie de prendre de t'abonner, de partager, de liker ou de commenter, histoire qu'on fasse tomber ce record là aussi parce qu'il est toujours détenu par une vidéo sur le pays du missile levant. Parmi tous les records tombés à Brooklands, il y en a un qui dépasse le simple chiffre. Le 15 février 1913, une foule de badauds et de journalistes se presse autour du circuit. Quelque chose se prépare, une tentative hors norme. À bord d'une Talbot lourdement modifiée, un homme s'avance. Percy Lambert. Son objectif n'est pas de gagner une course. Il veut devenir le premier pilote de l'histoire à parcourir plus de 100 miles en 1 heure. À l'époque, certaines voitures atteignent déjà cette vitesse, sur quelques secondes, parfois une ligne droite. Mais tenir ce rythme pendant 1 heure entière, aucune machine n'a encore prouvé qu'elle en était capable et pourtant, ce jour-là, quelqu'un a décidé d'essayer. La Talbot est amenée jusqu'à la ligne de départ, le moteur vibre comme un cœur trop pressé de battre, le drapeau s'abaisse, Percy Lambert s'élance. Premier tour, 1 minute 54. La machine dévore le béton à 87 miles par heure. Deuxième passage, l'aiguille grimpe, 103,94 miles, déjà au-delà de ce que l'on pensait possible. Quatrième tour, 105,10, on ne parle plus vraiment de vitesse, on frôle l'inconcevable. Autour de la piste, la foule se fige, plus un bruit. Chaque grondement de la voiture résonne comme un avertissement. Chaque craquement de pneus fait naître une même question, sourde, obsédante. Est-ce que ça va tenir ? Les tours s'enchaînent, au 32e passage, l'histoire semble à portée de main, Lambert ralentit légèrement, il ménage sa machine, ses pneumatiques, comme s'il craignait qu'un simple détail ne vienne trahir son destin. Puis vient le 38e tour, le drapeau s'agite, l'heure vient de s'écouler, le verdict tombe, 103,84 miles parcourus en 1 heure, ce jour-là, Percy Lambert ne bat pas seulement un record, il devient le premier homme à franchir un seuil que personne n'osait vraiment imaginer. Puis un jour, le record tombe. En octobre 1913, sur ces mêmes terres où Percy Lambert avait inscrit son nom dans l'histoire, un Français s'avance, Jules Gou. En 1 heure, il parcourt 106 miles. Le record est battu, Brooklands applaudit,
L'histoire avance, comme toujours, mais pour Percy Lambert, ce chiffre n'efface pas seulement un nom, il efface un rêve, celui de finir sa carrière auréolée de gloire, là où il avait touché l'impossible. Et Percy n'est pas prêt à s'arrêter là. 15 jours avant son mariage, comme un dernier baroud d'honneur, il revient à Brooklands une dernière fois, le 31 octobre 1913, un jour où même le calendrier semble annoncer les ombres. Pendant 28 minutes, la Talbot fend l'air, encore toujours comme si rien ne pouvait l'arrêter, puis le sort frappe. Dans la courbe de Members Banking, un pneu arrière éclate, la voiture décolle, Percy Lambert est projeté hors de l'habitacle, on le retrouve inanimé, il meurt peu après, il avait 32 ans. Ce jour-là, Brooklands ne perd pas seulement un recordman, il perd l'un de ses visages. Depuis ce jour, son nom ne s'est jamais vraiment éteint. Il s'est fondu dans la légende de Brooklands. On raconte qu'ici, Percy Lambert n'est jamais vraiment parti, qu'il rôde encore autour du circuit, une silhouette de cuir et de poussière aperçue près du clubhouse, ou glissant lentement dans les hangars désormais vides. Certains jurent que, lorsque le silence devient trop lourd, on peut encore entendre un moteur étouffé, un grondement venu d'un autre temps. Parfois même, le rythme pressé de pas invisibles sur le béton fissuré comme si Percy, condamné à l'éternité, essayait encore d'achever son dernier tour. Ce qu'il faut surtout retenir de Brooklands, au-delà des records et des drames, c'est son côté laboratoire d'idées. Je m'explique. Au milieu de l'ovale, il y a un immense vide, et plutôt que de le laisser là, ils ont une idée franchement brillante, ils y ont construit l'un des tout premiers aérodromes de Grande-Bretagne. Brooklands évolue alors, ce n'est plus seulement un circuit automobile, c'est un lieu où l'aviation rencontre l'automobile, un endroit où l'audace des pilotes se mesure et où les progrès des ingénieurs peuvent enfin s'exprimer. Né en 1909, l'aérodrome s'intègre naturellement à l'écosystème du circuit. Il accueille des démonstrations aériennes, des essais pour l'aviation civile mais aussi militaire. Cette hybridation donne à Brooklands une importance nouvelle, plus grande, plus large, presque visionnaire. Mais quand la Première Guerre mondiale pointe le bout de son nez, l'histoire du circuit s'apprête à changer. Pour toujours. L'armée ne tarde pas à réquisitionner le site et le constructeur Vickers y implante une usine de production d'avions. Il faut dire que Brooklands coche toutes les cases, assez loin dans les terres pour éviter l'aviation allemande mais pas trop éloigné des côtes non plus, afin d'acheminer les appareils le plus rapidement possible, à un emplacement idéal. Bon, sur cette chaîne, on parle surtout de bagnoles et même si les avions c'est très cool, on reviendra sur l'aérodrome un peu plus tard parce que pendant l'entre-deux-guerres, la course a repris ses droits sur le circuit de Brooklands. Après la Première Guerre mondiale, le monde change et l'automobile aussi. Une nouvelle ère s'ouvre, les premiers Grands Prix voient le jour, et le 7 août 1926, Brooklands entre définitivement dans la légende. Ce jour-là, le circuit accueille le First Royal Automobile Club Grand Prix, autrement dit, le tout premier Grand Prix d'Angleterre. Les machines sont prêtes, les pilotes aussi, et très vite, une nation va s'imposer. Alors devinez laquelle. Grâce à Robert Sénéchal et Louis Wagner, la France s'impose sur le circuit de Brooklands et devient la première nation à remporter un Grand Prix en Angleterre. Et comme si ça ne suffisait pas, cette course était tellement lunaire, tellement hors norme, que je ne pouvais pas faire autrement que de vous en proposer un petit résumé. Ils sont 8 au départ, 8 pilotes lancés pour 110 tours sur le béton de Brooklands, mais la course n'attend pas pour frapper. Dès le premier tour, le français Jules Morisseau est contraint à l'abandon. Une sortie dans le bac à gravier, l'essieu avant casse, fin de course. Au 6e tour, nouveau coup dur, Louis Wagner s'arrête à son tour, problème d'allumage sur sa Delage 155B. Ironie totale, personne ne le sait encore, mais il sera pourtant l'un des vainqueurs de cette course. Les tours passent, les abandons s'accumulent, et au 83e tour, ils ne sont plus que 3. Robert Benoît largement en tête, derrière lui Robert Sénéchal, et plus loin Malcolm Campbell. Puis tout bascule. Sous l'effet de la chaleur, l'échappement de la Delage de Sénéchal cède. Il est brûlé, il rentre au stand, et passe le volant à son coéquipier Louis Wagner. Pendant ce temps, le chaos continue, la Talbot de Benoît s'embrasse dans les stands. Le temps de maîtriser l'incendie et de repartir, Campbell est déjà hors d'atteinte. Benoît abandonne, mais son équipe, elle, refuse de lâcher. Il se tourne vers un homme présent en simple spectateur, André Dubonnet. Il monte dans la voiture en costume, sans casque, sans lunettes et sans connaître le circuit. Pourtant, il s'élance et contre toute logique, il termina 3e. En tête, Louis Wagner lutte encore. La Delage a un défaut de conception terrible. L'échappement passe juste à côté de la pédale d'accélérateur. La chaleur lui brûle littéralement les pieds. Alors Wagner s'arrête, plonge ses jambes dans l'eau froide, repart. Et après 4 heures de course, la Delage 155B, pilotée successivement par Sénéchal puis Wagner, s'impose. 10 minutes plus tard, Campbell franchit la ligne en 2e position, puis 3 minutes après, Dubonnet complète ce podium totalement improbable. Brooklands accueillera encore 2 fois le Grand Prix d'Angleterre, et en 1927, c'est un autre Français que l'on connaît bien qui s'y impose, Robert Benoît. Pas mal, non? C'est français. Pendant toute l'entre-deux-guerres, le circuit vit à plein régime, des courses, des records, des légendes.
Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale arrive, l'histoire de Brookland s'apprête à prendre un tournant bien plus sombre. Comme lors de la Première Guerre mondiale, l'armée britannique réquisitionne le site, le circuit et l'usine d'avions Vickers. Après la bataille d'Angleterre, l'Angleterre se prépare à la bataille d'Angleterre, à l'éventualité d'une invasion allemande. Brooklands devient alors un point névralgique du pays, un rouage essentiel. La production tourne jour et nuit. Les avions, les bombardiers sortent de l'usine prêts à partir au combat et forcément, Brooklands devient une cible. Le mercredi 4 septembre 1940, à précisément 13h24, l'usine d'avions Vickers à Brooklands a été bombardée par la Luftwaffe. L'attaque, qui dura 3 minutes, fut considérée comme le raid le plus dévastateur jamais infligé à une usine aéronautique britannique à cette époque, faisant près de 90 morts et plus de 400 blessés. Après ça, Brooklands ne sera plus jamais vraiment le même. Après la Seconde Guerre mondiale, le circuit était dévasté, la nature commence à reprendre ses droits et le temps n'était pas à la reconstruction de Brooklands. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de notre circuit. 12 pilotes ont perdu la vie sur la piste de Brooklands, 12 hommes qui ont confié leur destin au béton, au vacarme des moteurs et à la fragile promesse de la vitesse. Parmi eux, Percy Lambert, happé par la courbe de Members Mwankinge, d'autres noms aujourd'hui oubliés mais qui jadis vibraient dans les journaux et dans les cris de la foule. Brooklands n'est plus qu'une cicatrice effacée sur la carte, mais de ces courbes brisées résonnent encore des acclamations disparues et des rugissements d'acier. Là où les avions prenaient leur envol et où les bolides dévoraient le temps, il ne reste que l'écho d'un monde disparu, comme si le circuit lui-même refusait d'être réduit au silence. Si vous tendez l'oreille, peut-être entendrez-vous le grondement d'une Talbot fantomatique, les pas pressés d'ouvriers fuyant les bambous ou le rire lointain d'un spectateur qui croit encore assister à une course. Brooklands n'est pas mort, il dort hanté par ses héros et ses fantômes, gardant à jamais dans ses ruines l'âme indomptable de la vitesse.